Il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invité dans la matinale est Victor Bonin, responsable des jeunes républicains d'Ille-et-Vilaine. Il est venu au micro de la matinale en direct depuis Rennes, voilà, par le train, ce qui fait qu'il n'y avait pas trop de perturbations. Bonjour Victor Bonin. Bonjour, merci de votre invitation. Alors on va parler politique ce matin, comme on le fait chaque jour à l'antenne de Bretagne 5 aux alentours de 8h31. Victor Bonin, la droite a un nouveau président. Éric Ciotti, vous étiez venu il y a quelques semaines nous parler de cette élection du président pour LR. Vous souteniez Bruno Retailleau. Je suppose que vous avez été déçu. Oui, j'ai été déçu forcément, mais je voudrais surtout dire ici que Bruno Retailleau a été la surprise de cette élection. On ne l'attendait pas à ce niveau-là. Il a déjoué tous les pronostics et a apporté un nouveau souffle dans cette campagne, un souffle de vérité, un souffle d'authenticité. Il a parlé directement aux militants. Ça a été un homme libre pendant toute la campagne. J'ai eu la chance de l'accompagner sur un certain nombre de déplacements, de l'avoir régulièrement vu pendant cette campagne. Et j'ai été admiratif de cet homme qui a proposé un vrai chemin de refondation, totalement en rupture avec ce qui avait été fait depuis 20 ans. Et comme je vous l'avais dit, effectivement, il y a quelques semaines, c'était la seule condition pour que la droite puisse espérer un avenir un peu plus radieux qu'elle ne l'avait auparavant. Voilà, les militants ont choisi. Mais je voudrais encore une fois le remercier pour sa très belle campagne qui était pleine de panache et pleine d'audace. Donc effectivement, maintenant, la droite elle a un nouveau président. Le rassemblement, c'est à lui de le faire. Et je pense que Éric Ciotti sait qu'il a tout intérêt à faire ce rassemblement parce qu'il y est obligé. Je rappelle qu'on a quand même fait 4,8% à la présidentielle. On n'a plus le luxe des divisions. Et surtout, on n'a plus le luxe de la demi-mesure, de l'eau tiède. C'est soit on change tout, soit on accepte que les Républicains, c'est terminé. Et je pense qu'il y a un espace, mais que cet espace-là, il faut le défricher en allant parler de nouveaux sujets, en reparlant à certaines catégories populaires auxquelles on ne parle plus. Mais ça passe aussi par un certain positionnement politique. Et on aura l'occasion d'en reparler, je pense, notamment sur la réforme des retraites. Je ne suis pas sûr qu'on prenne actuellement ce chemin-là. La refondation va être difficile selon vous. Vous avez l'impression qu'il y a trop d'antagonisme, trop de division à LR? C'est assez marrant. Je regardais il n'y a pas très longtemps un vieux reportage où François Bayrou, qui à l'époque était plutôt proche de la droite, disait qu'il avait compris que la droite était dans un état assez piteux quand des gens qui ne s'aimaient plus étaient obligés de travailler ensemble. Et j'ai un peu l'impression qu'on est là-dedans. On a mis ensemble des gens qui ne s'aiment plus. Ou en tout cas qui ne se reconnaissent plus rien. Il n'y a plus la petite flamme, non, si parce je veux dire. On gagne plus. Donc avant, on coagulait tout ça par un chef charismatique, un leader, et donc on faisait fi de nos propres divisions idéologiques entre nous. Mais là, on n'a plus de chef pour nous rassembler. Éric Ciotti n'est pas un chef, selon vous Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'Éric Ciotti, par exemple, le disait lui-même volontiers, il ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle. Je parlais d'un présidentiable que l'on propulse et qui peut nous faire gagner 2027. Pour Éric Ciotti, c'est Laurent Wauquiez. Moi, je reste convaincu, et je pense que Laurent Wauquiez lui-même le sait, que désigner un candidat trop tôt, c'est pas la bonne option. Enfin, je sais pas, mais vous, comme moi, demain ou aujourd'hui, ce matin, assez tôt, quand on allait acheter notre pain, personne ne nous parle de la présidentielle de 202027. Non, on parle juste des retraites en ce moment, on va en dire un mot tout à l'heure. Du coût de la vie, de la facture d'électricité, de la facture de gaz, on parle de l'insécurité, mais jamais on nous parle de la présidentielle de 2027. Donc on ne doit pas être un club d'élus qui ne pense qu'aux élections, et élection après élection, on se projette tout de suite dans la seconde. On doit repenser idéologiquement, et c'est le travail qui nous attend aujourd'hui, qui attend le nouveau président des Républicains. Alors on a vu quelques Républicains quitter le navire, si j'ose dire, et pour se tourner soit vers la majorité présidentielle, soit pour quelques-uns rejoindre le Rassemblement national. Est-ce que c'est quelque chose voilà, qui vous chagrine, qui vous inquiète, le fait que dans vos rangs, il y a une forme d'hémorragie comme ça? Moi, c'est pas ces départs qui me chagrinent, parce que dans un sens, moi je peux les comprendre. Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui chez les Républicains? Ceux qui veulent un vrai programme libéral, ils vont chez Emmanuel Macron. Et ceux qui veulent un programme plus social,
ils vont chez Marine Le Pen. Et chez les Républicains, on est incapable de définir une ligne depuis maintenant un certain nombre d'années. Il faudrait trouver la ligne médiane finalement, un peu de libéralisme, un peu de social. Moi, je pense qu'il faut une ligne de bon sens sur certains sujets et surtout savoir d'où on vient. La droite, c'est pas quelque chose qui est né il y a 3 jours. On a une histoire, on a un passé, et soit on se dit on fait table rase, et ça peut être une position politique. Emmanuel Macron, par exemple, a réuni autour de lui des gens de droite qui ne se sentaient pas obligés par l'histoire du gaullisme. Moi, à titre personnel, je me sens obligé parce que ma famille politique, elle a fait pendant des années, et donc ça m'oblige à pas renier un certain nombre de principes, et sur certaines positions politiques, notamment sur les retraites, je ne me vois pas être la caution objective d'Emmanuel Macron. Alors justement, les retraites, on va en parler puisque vous avez lâché le mot Victor Bonin. Les retraites vont mettre, enfin en tout cas cette réforme des retraites va mettre, je dis, beaucoup de monde dans les rues, en tout cas si on en croit les prévisions et ce que disent les uns et les autres. Est-ce que pour vous c'est un échec du gouvernement, cette réforme des retraites? Est-ce qu'il fallait prendre le problème différemment? Alors, oui, exactement. Moi, je pense que c'est un problème de méthode et également un problème de temporalité. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la période que l'on vit, ce sont aux actifs de payer les pots de politique sociale ou de politique économique désastreuse depuis un certain nombre d'années? Là, c'est-à-dire qu'on va demander à des gens qui travaillent, non mais en fait vous travaillez pas assez pour résorber le déficit public, donc travaillez plus longtemps. Mais, enfin... c'est pas possible. Là, on parle bien de déficit public, parce que finalement, le régime général de retraite n'est pas en déficit. Mais bien sûr, il y a un espèce d'embroglio. Un jour, le Conseil de l'orientation des retraites nous dit il n'y a pas de problème, il n'y a pas de déficit. On a une projection qui nous amène vers des trajectoires très positives pour cette espèce de trou des caisses de retraite. 6 mois après, il nous dit alerte générale, il faut trouver en urgence plusieurs milliards pour résorber ce trou-là. Donc on n'y comprend plus rien. Moi, ce que je dis juste, c'est que là, ce sont des gens qui travaillent, qui vont devoir travailler encore plus longtemps parce qu'il nous manque de l'argent. Alors que dans ce pays, on a d'autres biais de financement. Je pense à 2 choses. On a la fraude sociale. La fraude sociale, c'est entre 14 et 45 milliards selon un rapport sénatorial de gens qui fraudent à la prestation sociale. On a également la fraude fiscale, bien évidemment. Ça, c'est intolérable. Des gens qui ne payent pas leur contribution à la société. Enfin, vous imaginez le message politique? On va laisser impunis des gens qui fraudent notre système de solidarité, et ceux qui travaillent et qui cotisent pour ce même système, on va leur demander non mais travaillez encore plus longtemps. Il y a également le problème de l'assistanat. Quelqu'un qui travaille, il ne gagne pas tant plus que quelqu'un qui reste chez lui. Donc il faut créer une vraie différence entre les revenus de l'assistance et les revenus du travail. Et quand on aura fait tout ça, on pourra parler éventuellement d'une réforme du système des retraites. Mais pour l'instant, on va encore frapper toujours les mêmes, ceux qui travaillent. Alors la maladresse, c'est aussi la communication du gouvernement. On voit que on a entendu plusieurs voix, en l'occurrence celle de la Première ministre, qui a dit quoi qu'il en soit, on fera cette réforme. Est-ce qu'il fallait prendre le temps de la concertation, au moins déjà avec les partenaires sociaux qui ne sont pas d'accord pour le coup, et là on voit un front syndical qu'on n'avait pas vu depuis 12 ans. Donc il y a un réel problème. Enfin, c'est exactement ce que vous venez de dire. Le front syndical, s'il existe, c'est qu'il y a eu un problème. Même la CFDT, qui n'est pas non plus un syndicat d'extrême gauche agitateur. Qui est plutôt un syndicat réformateur, qui a l'habitude de... Il parle avec le gouvernement... Et là, ils ont dit, ce sera non pour nous. Mais parce que la brutalité sociale du projet des retraites, c'est aussi une brutalité dans la méthode. C'est une violence dans le fait, comme vous dites, on va faire la réforme des retraites. Mais vous pouvez vous y opposer, on la fera quand même. On peut essayer d'argumenter, mais on la fera quand même. Ces gens-là, en fait, n'ont aucun respect pour le dialogue social. Ça ne marche pas comme ça avec Emmanuel Macron. C'est moi je décide et vous derrière... ne dites rien, de toute façon, c'est déjà appliqué. Voilà, moi, c'est pas la méthode que j'aurais préconisée, surtout dans la période dans laquelle on vit, d'extrême tension. J'allais y venir, on est dans une période quand même sociale très tendue. Alors là, on a une forme de démocratie obligée, si j'ose dire, par rapport à cette réforme des retraites. Et puis, on a ce contexte social, ce contexte économique très difficile, avec également la guerre en Ukraine qui... contrarie en tout cas beaucoup de choses, on parlera de l'énergie tout à l'heure, c'était finalement pas le moment.
Moi, je pense pas que c'était le moment. Enfin, on se rend compte du timing. On est dans une période où on a supprimé la ristourne sur le carburant au 1er janvier. On a les augmentations de gaz et d'électricité qui sont arrivées au 1er janvier. On a eu tout un tas de nouvelles augmentations qui sont arrivées. Et là, on dit aux gens, alors attendez, c'est pas assez. T'avais prévu de partir en retraite? Non, non, non. Tu vas aller encore travailler jusqu'à 64 ans. Avec des gens qui ont aussi des métiers difficiles. Mais la pénibilité, ça existe. On pense aux gens qui travaillent dans les abattoirs, par exemple, ou même on pense aussi au personnel soignant. C'est une autre forme de pénibilité. Mais la pénibilité, Emmanuel Macron, il ne connaît pas ça. Quand il était président durant son premier mandat, il a supprimé des critères de pénibilité. Le dos cassé, l'usure, le bruit dans une usine, ça existe. Je comprends que Emmanuel Macron, peut-être, n'a pas vécu ça, mais c'est pour ça qu'on fait du dialogue social. C'est pour que les gens qui vivent ça puissent vous le dire. François Ruffin a des mots très beaux sur la pénibilité et sur les corps fragilisés par le travail. Le travail, c'est pas juste on y va à 8h, on repart à 17h, on a travaillé et tout s'est bien passé. Il y a des gens que ça atteint. Et donc, quand on nous dit l'espérance de vie en bonne santé, l'espérance de vie, pardon, elle a augmenté. Mais c'est pas vrai. Pas pour les plus précaires. Pas pour ceux qui travaillent dans des conditions difficiles. L'espérance de vie en bonne santé d'un ouvrier, elle n'a pas augmenté depuis 10 ans. Et on va dire à ces gens-là, non mais tu peux encore travailler plus longtemps. Non, ils peuvent pas travailler plus longtemps. Ils ont le droit de partir en retraite plus tôt parce que le travail, ça use, le travail, ça fragilise. Alors il y a aussi l'aspect psychologique parce qu'on a le travail en usine qui use physiquement les corps et puis il y a aussi le travail qui peut être le travail d'un cadre qui subit beaucoup de pression, qui un jour craque, part en burn-out. Cette pénibilité-là, on a l'impression aussi qu'elle a été oubliée. Alors oui, parce que elle est... Étant donné qu'elle n'est pas physique et qu'elle n'est pas visible, elle est plus difficilement appréhensible. Mais on le voit bien aujourd'hui sur les questions de la santé mentale, qui sont des sujets tellement importants. Parce que notre époque, elle nous amène à nous positionner là-dessus. Il y a eu l'impact du numérique massif dans nos vies, qui a également joué sur ces facteurs de santé mentale. Mais oui, ça existe, les burn-out, les dépressions. Et il faut le traiter comme une vraie problème de fragilité. On peut pas dire non mais il est juste fatigué. Non, c'est plus que ça. On a encore des vies abîmées par ce problème-là. Mais dans règle générale, la pénibilité, elle est totalement oubliée aujourd'hui. Parce que les gens qui font cette réforme-là, c'est quoi? Mais ce sont des cadres, ce sont des CSP+, des gens qui n'ont peut-être jamais mis les pieds dans une usine. Moi, par exemple, j'ai été éboueur. J'ai fait des métiers, par exemple, à la chaîne, à l'usine, quand j'étais un petit peu plus jeune. Je me dis, ces gens-là qui travaillent là, toute leur vie. Moi, c'était un job étudiant, mais ces gens qui travaillaient là toute leur vie. Mais est-ce que Emmanuel Macron, demain, il peut aller prendre un micro et aller leur dire, et leur expliquer devant les yeux, la pénibilité, ça n'existe pas? Victor Bonin, une petite aparté, c'est ce qui vous a donné aussi envie un petit peu de vous lancer en politique Mais bien sûr, mais énormément. Les gens, ils veulent qu'on change leur vie. Et d'un côté, je suis jamais allé les voir pour leur apprendre quelque chose. Je suis jamais venu pour vendre un projet, jamais. Toujours pour écouter, parce que c'était tellement enrichissant. Parce que faut aussi avoir l'humilité de dire que quand on vient pas de ce milieu-là, eh bien, moi j'y ai travaillé temporairement, et ces gens-là, ils ont une vie, il faut les écouter. Ils y sont toute leur vie, toute leur vie. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? On en a marre de la déconnexion. Ça, à ce moment-là, je pense que tout le monde le connaît maintenant. On se plaint de la déconnexion des élus et des élites politiques en règle générale. Mais comment on fait pour la résorber? Pas en allant vendre sa soupe au marché une fois tous les 5 ans pendant les élections. Non, en étant au quotidien avec ces gens-là, en les écoutant. Et aujourd'hui, je pense que tous les sondages le montrent. La réforme des retraites, elle est massivement rejetée. 80% des Français au dernier sondage. Non, un petit peu plus de 80 même. Et les appels à manifestation massifs. Là, j'écoutais tout à l'heure, je crois que c'était Laurent Berger qui me disait on n'a jamais vu autant de préavis de grève, on n'a jamais vu des cars aussi remplis pour aller manifester. Mais Emmanuel Macron, il veut quoi? Il veut la chienlit dans les rues de Paris? Là, je lis le mot gaulliste, on peut le dire, est lâché. Il y a aussi un contexte, alors on parlait de ce contexte social très, très proche, et puis il y a aussi un contexte économique. Aujourd'hui, les Français, vous le soulignez, Victor Bonin à l'instant, ont du mal à joindre les deux bouts, il faut bien le dire. On voit l'augmentation des produits et l'augmentation aussi de l'inflation. On nous promet une augmentation assez importante jusqu'en mars, au moins jusqu'en mars, avec des produits qui vont devenir très chers. Les notes d'électricité qui deviennent également très chères, aussi bien pour les particuliers que pour les TPE ou les petites entreprises. Aujourd'hui, on est dans un contexte un peu explosif. Est-ce que
c'est quelque chose qui vous interpelle, vous, en tant comme politique? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que vous vous dites, on est quand même, on danse un peu sur les braises là? Ah oui, totalement. Là, ça m'inquiète parce que on touche à quelque chose d'essentiel. Quand vous pouvez plus mettre d'essence dans votre voiture, quand vous pouvez plus vous payer une baguette de pain, et quand surtout vous pouvez plus payer votre facture ni d'électricité ni de chauffage, on en est rendu à des gens qui dorment dans leur voiture. Là, on peut s'en inquiéter. Il y a des étudiants aussi qui sont dans la précarité. On parle souvent, on les voit à la télévision. Je vous rassure, on ne sait toujours pas qui est la ministre de l'enseignement supérieur. Ça va faire depuis le Covid que cette ministre, elle a sans doute changé, on ne sait pas en même temps, c'est peut-être la même, vu qu'on ne la voit pas, depuis le Covid, aucun interlocuteur. Mais il y a de la précarité étudiante, il y a des files immenses devant les Crous et il n'y a pas d'interlocuteur en face, il n'y a rien. Le syndicat étudiant de l'Uni avait proposé le ticket resto Crous qui permet en fait la somme d'argent qu'on paye dans le Crous, elle est mise sur un ticket et elle permet par exemple d'aller manger pour la même somme dans une cafétéria, dans une boulangerie, parce que toutes les villes étudiantes ne sont pas desservies rapidement par un Crous. Je pense à Saint-Brieuc notamment. Donc ça permettait pour un étudiant de se nourrir à bas coût dans tout un tas de grandes surfaces ou de petites enseignes à proximité, refusées par le gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait? Et pour revenir sur le sujet de la facture d'électricité, pareil, sur le marché européen de l'électricité, enfin, il y a un consensus dans la classe politique qui est immense pour en sortir, comme l'ont fait l'Espagne, comme l'ont fait le Portugal. Et là, pareil, le gouvernement fait la sourde oreille. Mais enfin, il y a des gens qui dorment dans leur voiture. On fait quoi? On fait quoi? Ça nous amène aussi à la transition énergétique. Finalement, aujourd'hui, il va falloir passer de tout nucléaire à un mix énergétique. Alors, on attend quand même, et là, pour le coup, le président de la République a demandé à ce qu'on remette l'énergie nucléaire sur le devant de la scène en construisant de nouveaux réacteurs et en ayant, j'allais dire, un nucléaire 2.0, je l'appelle comme ça, je ne sais pas si c'est la bonne terminologie, qui permettrait peut-être de faire un petit peu baisser ou en tout cas ne pas augmenter les coûts de l'énergie. Est-ce qu'il va falloir avoir un grand travail alors je parlais tout à l'heure de refondation de LR, mais de refondation aussi de l'énergie en France, c'est-à-dire est-ce qu'on a été un peu trop loin dans le libéralisme en laissant un peu tout faire et en mettant justement les prix, en tout cas en calquant les prix de l'électricité sur ceux du gaz et sur le marché européen. Est-ce qu'il faut faire table rase de tout ça et repartir sinon à zéro, en tout cas sur quelque chose de plus solide? Alors, oui, totalement, mais je vais revenir sur ce que vous avez dit sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, sur l'énergie, c'est l'homme qui a millefeuille une maison et qui revient après avec un petit extincteur. Alors oui, aujourd'hui, c'est le nouveau champion du nucléaire, mais il y a 5 ans, c'est lui qui ferme Fessenheim. Quand il était ministre de l'économie, c'est lui qui vend Alstom à General Electric, le géant américain, qui brade notre souveraineté énergétique. Je fais une petite parenthèse, finalement, on a un petit peu bradé nos grandes entreprises, nos fleurons industriels. Mais bien évidemment, on s'est fait dépecer. Ça a commencé il y a longtemps. Il y a eu Alcatel, il y a eu Technip, il y a eu les chantiers de l'Atlantique et Alstom. Notre souveraineté, le fait d'être libre et indépendant, la grande vision très gaulienne d'indépendance et de souveraineté, on ne l'a plus. Parce qu'on a des élites qui s'en moquent et qui se sont jetées corps et âme dans un projet européen utopiste. Mais l'Europe, c'est pas un projet idéologique. Allez parler en allemand, l'Europe, c'est un moyen de puissance pour son propre pays. Et nous, on est les candides de l'histoire. On se dit non, mais Emmanuel Macron, il a été prêt à tout brader pour préserver une amitié, un couple franco-allemand qui d'ailleurs n'existe pas. Mais pour revenir sur le sujet... On le voit sur la guerre en Ukraine, finalement, avec les livraisons d'armes. Mais évidemment. Mais pourquoi est-ce que nous, on fait des livraisons d'armes? Parce que on peut se permettre de manière énergétique d'être un petit peu en froid avec la Russie. Mais l'Allemagne, qui est dépendante du gaz russe, elle a dit oui, très bien les Ukrainiens, on va les aider, mais les Russes, faut quand même pas trop qu'on soit trop méchants avec eux. Parce que eux ne sont pas indépendants et sont pas souverains. Et ça devrait être une leçon pour tous les mondialistes français. Soyez indépendants, vous aurez les moyens et la liberté de votre politique. Si vous êtes soumis, vous n'avez le pouvoir de rien faire. Et donc sur l'énergie, sur l'électricité, qui est donc une cause, oui, sur l'énergie, il faut qu'on refasse un grand fleuron nucléaire français. Un nouveau plan Mesmer, finalement. Évidemment. Parce que, mais ça doit passer par une nouvelle vision. L'État doit avoir la liberté d'injecter massivement de l'argent dans un projet comme le nucléaire, comme ça a été fait à l'époque. Si c'était des libéraux qui nous gouvernaient à l'époque, comme c'est le cas aujourd'hui, on n'aurait jamais eu le nucléaire. Parce qu'ils nous auraient dit, oh, attention, ça fait peut-être un petit peu de déficit. Mais parfois, la dette, pour faire des investissements structurels, on en a besoin. Mais demandez à un foyer, quand il veut acheter une maison, il n'a pas 300 000 euros, 200 000, 300 000 euros à lâcher tout de suite. Il fait un prêt.
Bah, la France, elle s'endette. Bah, la France, elle doit avoir cette capacité de s'endetter pour faire des grands projets d'avenir. Et donc là, on doit réinvestir dans le nucléaire, bien évidemment. On doit réinvestir également dans les projets du nucléaire qui nous permettent de créer une filière en fait fermée. C'est-à-dire que le déchet nucléaire, qui est la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, ce déchet nucléaire doit pouvoir être réinvesti comme matériau dans la production nucléaire. Voilà, repenser les filières, repenser la technologie, la recherche aussi, on en parle un peu moins, mais aujourd'hui on a une recherche très performante en France, bien sûr. Mais on a l'impression qu'elle patine un peu par manque de moyens. Mais bien sûr, aujourd'hui, le nucléaire, c'est une filière d'excellence pour nos chercheurs, pour nos scientifiques, on est à la pointe du domaine, et parce que des gens veulent brader cette industrie-là, on est en train de les faire fuir. Mais non, en recherche et développement, c'est un de nos fleurons, on le garde. Comme la pharmaceutique, on doit le garder. Ce sont des centaines de milliers d'emplois directs. La pharmacie, les laboratoires aujourd'hui manquent de paracétamol par exemple parce que le paracétamol est fabriqué quand même plutôt en Chine et que la Chine fait face à une épidémie de Covid épouvantable et ne veut plus exporter. Mais de manière très générale, pour résumer, aujourd'hui, dans notre actualité, tout dit non à l'homme qui est Emmanuel Macron. Tout dit non au mondialisme. Au mondialisme, on doit préférer la souveraineté et la défense de nos intérêts. Qui n'empêche pas les échanges économiques. Mais bien évidemment. Mais simplement, on garde à l'idée qu'on doit être gagnant dans l'échange. Le libéralisme, la destruction de la norme sociale, mais c'est pas parce qu'on a envoyé toutes nos usines dans les pays de l'Est ou en Asie qu'aujourd'hui on a créé de la compétitivité. On a dépecé notre pays. Allez aujourd'hui dans un territoire comme le Nord, allez dans un territoire comme l'Est de la France. Mais ces territoires qui sont marqués par le libéralisme. Mais on devrait envoyer tous les libéraux faire un stage à Charleville-Mézières pour leur faire comprendre, voilà ce que votre politique elle a créé. Elle a créé l'absence de services publics, elle a créé la destruction du lien social, elle a créé de la paupérisation. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut dire radicalement non à ce projet-là. Et c'est seulement comme ça que la droite, elle reparlera aux classes populaires, en s'opposant à la destruction et à la casse sociale, et en défendant vraiment le peuple, toujours le peuple. On parlait tout à l'heure de la guerre en Ukraine et de l'Allemagne. Alors, juste un petit rectificatif. L'Allemagne a néanmoins décidé, avec l'appui des États-Unis, de livrer des chars à l'Ukraine pour se défendre contre l'envahisseur russe, pour reprendre la terminologie. Aujourd'hui, on a une armée française qui va livrer aussi, à la demande du gouvernement, des matériels militaires. On a l'impression aussi qu'on déshabille un peu Paul pour habiller Jean. Totalement. En termes, même s'il faut aider, évidemment, on est bien d'accord, l'Ukraine, mais on ne fait rien finalement pour notre armée qui en aurait bien besoin. Enfin, aujourd'hui, tout le monde le sait, l'armée française est dans un piteux état. Et toutes les autorités militaires alarment sur ce sujet-là. Attention, ce que l'on donne, ce n'est pas du surplus, on n'a pas du trop. C'est vraiment l'essence même de notre armée qu'on envoie en Ukraine. Nos chars, nos lance-missiles. Donc attention à ce qu'on envoie pour ne pas se retrouver dans une période difficile si jamais nous avions besoin. Par exemple, aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne serait pas capable de tenir un front, je crois, de plus de 50 km. En termes de munitions, on a de quoi tenir à peine quelques jours en cas de conflit. Je pense qu'il faudra aussi également, mais ça passe par un investissement de l'État, reconstruire une vraie armée. Mais ça, encore une fois, il faut avoir une vision d'un État fort, stratège, qui puisse investir dans les domaines du régalien. On parle de deuxième porte-avions qui viendrait remplacer le Charles de Gaulle déjà. Est-ce qu'on aurait dû conserver 2 porte-avions finalement en France? Ah mais oui, mais pas parce que ça fait beau, mais parce que quand vous avez 2 porte-avions, vous en avez toujours factuellement que un qui est en opération. Parce qu'avec le temps de maintenance, vous avez un rodage qui fait que le Charles de Gaulle, par exemple, peut être éloigné des mers pendant 2, 3, 4 mois. Ça, c'est impensable. L'outil de projection qu'est le Charles de Gaulle, l'outil de dissuasion qu'est le Charles de Gaulle, il doit pouvoir être opérationnel 24/24, 7/7 pendant toute l'année. Et donc si on n'en est pas capable, il faut un deuxième porte-avions. Et je pense qu'on doit avoir, mais le prendre dès maintenant, parce que ça prend du temps, ça se fait pas en 2 jours. Donc de prendre la décision de faire un deuxième porte-avions maintenant, pour qu'il soit prêt le plus tôt possible, et quand il sera prêt ce nouveau porte-avions, je dis même en refaire un autre à terme, parce que le Charles de Gaulle,
on voit qu'il commence à être un petit peu en difficulté. La force de frappe, aujourd'hui, ce qu'on appelle la force de dissuasion présente à Brest, à l'île Longue, entre autres, c'est aussi un parapluie pour l'Europe. On parle souvent du parapluie de l'OTAN, mais voilà, la France est un petit peu aux avant-postes là-dessus. On a entendu Emmanuel Macron, à un moment, plus ou moins écouter la position allemande qui disait oui, pourquoi la France a une représentation, un poste au Conseil de sécurité et pas l'Europe. Est-ce que là aussi, il faut mieux à un moment dire voilà, c'est l'Europe qui sera représentée au Conseil de sécurité, ou est-ce qu'il faut que la France garde son poste, sa représentation? Mais est-ce qu'on a les mêmes intérêts que tous nos voisins européens? Pas du tout. Mais c'est même un peu plus philosophique que ça, le débat. C'est qu'est-ce qu'une nation et qu'est-ce qu'une identité? Oui, aujourd'hui, les peuples et les nations, ça existe. Et c'est pas la même chose. Et c'est pas parce que je dis qu'un Français, c'est pas la même chose qu'un Allemand, qu'on est raciste. Pas du tout. On dit juste que chacun a sa spécificité et dans les intérêts des États. C'est pas la même chose. L'Allemagne, quand elle met fin à sa filière nucléaire en 2011 après Fukushima, heureusement qu'on les a pas suivis. Donc ça prouve bien qu'on n'a pas les mêmes intérêts et d'ailleurs pas souvent les mêmes intérêts que nos voisins. Donc non, on doit pouvoir avoir notre voix et notre singularité au Conseil de sécurité et jamais nous ne devrions brader ce siège-là, comme jamais nous ne devrions brader aucun outil d'indépendance et de souveraineté nationale. Et ceux qui proposent cette spoliation du peuple français, ceux-là, à mon avis, font courir un grave danger à l'intégrité nationale. Il nous reste une petite minute, Victor Bonin. J'aurais voulu vous entendre sur cette refondation de la droite. On a commencé par là, refondation de LR en l'occurrence. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que le défi peut être relevé? Ou est-ce que vous avez des craintes, des incertitudes? Moi, j'ai des grosses craintes sur l'avenir. Énormément, quand je vois la position de mon parti sur les retraites, où finalement, on a dit à Emmanuel Macron, ta réforme, ça sera la nôtre. Je comprends la cohérence de dire que la droite, elle a toujours proposé effectivement ce projet de réforme des retraites. Et donc, je salue la cohérence de personnes comme Bruno Retailleau, par exemple, qui l'ont toujours défendu. À titre personnel, par exemple, c'est pas ma position, c'est un des points de désaccord avec le président Retailleau, mais je pense que de manière plus générale, l'axe qui avait été défendu pendant sa campagne, c'est le bon axe. Un parti populaire et un parti patriote. Un parti populaire qui reparle à toutes les classes sociales. On ne peut plus être le parti des CSP+, et des centres-villes. Non, on doit être le parti de la ruralité, le parti des territoires, le parti de la masse, les ouvriers. Les ouvriers, mais plus aucun ouvrier ne vote pour les Républicains. On doit être le parti des artisans, parti des classes moyennes qui croulent sous les impôts. Quel message on leur adresse? Également un parti patriote, un parti qui défend la nation, qui défend la souveraineté. Sans le souverainisme, LR, c'est la République en marche. Donc soit aujourd'hui on assume une vraie posture de souverainisme, soit on peut tout de suite se diluer dans le macronisme. Et également un projet sur l'identité, un projet qui va être très fort. Il y a le projet de loi... Très rapidement, le projet de loi immigration qui va arriver au Sénat, il va falloir qu'on ait une position très claire et en rupture avec le laxisme du macronisme si on veut encore exister. La charge, la balle est dans le camp du président Éric Ciotti, à voir ce qu'il en fait, j'attends de voir et ensuite on en tirera les conclusions. Et vous reviendrez nous en parler. Exactement, avec plaisir. Au micro de Bretagne 5, où nous allons devoir nous quitter car il est déjà presque 9h. Je rappelle, Victor Bonin, que vous êtes responsable des Jeunes Républicains d'Ille-et-Vilaine et que vous étiez avec nous en direct au micro de la matinale en ce lundi. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.